the time for action is now, and by that. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Invité exceptionnel, une émission de Hertz en Provence. Nous recevons aujourd'hui Marc Tonnerre. Oui. Bonjour. Merci. Heureux d'être là. On est très heureux de vous recevoir en tout cas à Sciences Po Ex. Et je suis accompagné pour mener cette interview de Zora. Bonjour. Actuelle vice-présidente du BDM. Et moi-même, du coup, je suis Garis, présidente du BDM. En guise d'accroche, l'amitié franco-américaine, c'est une amitié inébranlable, vous ne me direz pas l'inverse. Notamment, vous avez publié un tweet il y a quelques temps de cela en rendant hommage à la naissance du marquis Lafayette, qui a mené les troupes françaises dans la guerre d'indépendance américaine. Et 2 conflits mondiaux plus tard, nos 2 amitiés sont restées inébranlables. Et nous sommes actuellement, respectivement, nos 2 pays, le premier et le deuxième réseau d'ambassades dans le monde. Et notamment, quelque chose que je ne savais pas, la chancellerie de l'ambassade des États-Unis en France fut le premier édifice construit à l'étranger par les États-Unis. Oui, je crois bien. C'est vrai. D'accord, ok. Bon, ben voilà. C'est très une bonne chose à savoir. historique, quoi. Oui. D'accord. Bon, pour vous présenter rapidement, vous êtes donc officier du service extérieur américain. Ouais. Vous êtes l'ancien porte-parole adjoint du département d'État des États-Unis. Oui. Donc, vous l'avez été de 2011 à 2013, puis de 2015 à 2017 sous Barack Obama. Et là, aujourd'hui, vous êtes ministre conseiller aux affaires publiques à l'ambassade des États-Unis en France. Est-ce que vous voulez bien nous dire en quoi consiste votre poste, quelle est votre journée type et comment vous en êtes arrivé là? D'accord. C'est une bonne question. Bien sûr, je m'occupe de ce qu'on appelle la diplomatie publique. Que ça veut dire comment on peut renforcer les liens entre les 2 pays avec surtout les échanges, les coopérations, mais aussi la communication. En venant là, en parlant avec les étudiants, par exemple, ça c'est une forme de diplomatie publique. Un jour ordinaire, ça dépend, parce qu'avec le Covid, on doit faire beaucoup de choses virtuellement. C'est la réalité. Mais quand même, on essaie toujours pour créer des programmes qui discutent ou bien où on peut faire un débat sur les grandes questions. Par exemple, ce qui se passe entre la France et les États-Unis, mais ce qui se passe même aux États-Unis avec le Covid, avec les grandes questions de relations, par exemple des droits civils et tout ça. Donc, on est toujours prêt à discuter les choses, les sujets sensibles, parce que les relations entre les 2 pays sont réelles. Et du coup, en tant que diplomate américain en France, vous avez été amené à passer beaucoup de temps ici dans notre pays. Alors du coup, quel lien avez-vous avec la France actuellement ? Quel lien oui, culturel, donc, politique? Oui, mais c'est une bonne question. Mais je dois le dire avec le tweet là. Vous avez fait de bonnes recherches. J'ai grandi tout près de la chambre de bataille où il était blessé, le marquis de Lafayette. Donc, je suis un Américain qui le connaît très, très bien, l'histoire entre la France et les États-Unis. Mais pour moi, ce qui est un défi, c'est comment... parce qu'il y a beaucoup de liens formés pendant la guerre froide entre la France et les États-Unis et après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces liens sont très, très forts, mais ça, c'est une génération un peu âgée maintenant. Donc, comment on peut renforcer ces liens avec les jeunes Français? C'est ça qui est important, c'est pourquoi je suis là, pour discuter, pour parler avec les étudiants, pour savoir ce qui leur intéresse, quoi. Mais vous pensez que ces liens ont été délités entre la France et les États-Unis ces dernières années ? Non, pas du tout. En fait, je sais que je pense qu'ils sont vraiment forts, mais il faut toujours les renforcer. Hein. On ne peut pas ignorer les liens. Vous faites ça et vous risquez les perdre.
Donc, c'est mon boulot, c'est mon job pour les renforcer et pour trouver les moyens pour les renforcer avec une nouvelle génération. D'accord. D'accord. Donc, vous venez de donner un cours d'économie de nos étudiants de Sciences Po Ex. Si vous aviez 3 conseils à donner à des étudiants en sciences politiques, quels seraient-ils? Sciences politiques, quoi, advice, toi conseil, Yes. voilà, merci, Advice. pardon. Soyez honnête. Non, vraiment, il faut parler franchement comme porte-parole. Je dois le dire, hein, j'étais toujours honnête. J'ai parlé toujours honnêtement, franchement. Il y avait des choses que je ne savais pas, mais quand même, je n'ai pas essayé de les créer, quoi. Quand même, donc il faut vraiment être honnête. Deuxièmement, il faut travailler dur et avoir des rêves. Et par cela, vous pouvez toujours avoir quelque chose qui vous motive, quoi. Donc, quoi encore? Il faut, On peut s'arrêter à 2 voilà. conseils. Hein. Ça me va très bien, C'est tout. merci beaucoup. Et du coup, quelles études vous avez fait exactement pour en arriver là? Bon, enfin, à l'université, j'ai étudié la littérature anglaise. Donc, je ne sais pas si c'était une formation essentielle pour la diplomatie, mais c'était quand même amusant et formidable. Pour être diplomate, après l'université, je suis allé à la Cour de la paix en Afrique. Et ça m'a vraiment frappé comme un jeune Américain pour voir les relations internationales, mais quand même comment les gens vivent ailleurs. Et au Libéria, où j'étais, il y avait la pauvreté, il y a des gros défis, mais les peuples étaient formidables. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et puis donc après ça, j'ai décidé, j'ai pris l'examen pour devenir diplomate, et c'est ouvert à tout, je peux le dire. Aux États-Unis, n'importe qui peut passer l'examen pour être diplomate. Même vous ne devez pas avoir un diplôme. Okay. Il faut que tu peux passer l'examen, tu peux réussir. Mais comme ça, c'est ouvert. C'est un système, je dirais, assez ouvert. Donc pour moi, c'était une grande opportunité. Donc, un conflit dans une région du Caucase qui est disputé par l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les 3 pays du Minsk donc, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que vous y croyez ou pas? Enfin, ce que je vais dire est que la France, la Russie et les États-Unis, nous voulons la même chose. Et ça, c'est une cessation de violence. Parce qu'il existe un processus qui s'appelle le Minsk Process, par lequel il peut discuter, négocier un paix durable. Mais on ne veut jamais un conflit vivant, comme on le dit, un live conflict, parce que ça ne sert à rien. Et puis cette guerre-là, ce conflit, ça a trop duré. Et puis donc maintenant, on veut qu'il y ait une cessation de violence et qu'il revienne à la négociation. D'accord. Et du coup, vous avez été au Libéria dans le cadre d'un accord de la paix. Depuis 2018, on a un président qui est George Weah, donc un ancien footballeur. Ah oui. Voilà. Et du coup, quelle image aujourd'hui du Libéria avez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez du Libéria, de la situation? Enfin, Il y a quand même eu 2 guerres civiles, 2 dictatures. Absolument. J'ai quitté le pays juste avant la guerre civile, en 1989. Et puis donc ça m'a beaucoup frappé. C'est tellement triste ce qui s'est passé là-bas. Mais maintenant, je crois que doucement, lentement, le pays fait du progrès. Mais c'est une journée de longue haleine. Et puis donc, honnêtement, les Libériens sont un peuple qui ont beaucoup souffert, mais quand même un peuple qui sont vraiment gentils. Et c'est un pays où j'espère bien qu'on va réussir. C'est ça. Donc, merci bien. Merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très vite sur Air-de-Provence.